de la mêlée pour revenir sur la 12e journée du Top 14, bien sûr avec toute l'équipe Sud Radio, Philippe Spanghero, Yoann Huget, toute l'équipe, Alexandre Priam, tout le monde est là, Quentin Cabanis aussi, et puis vous au 0826 300 300. Bonsoir messieurs, salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Salut Alex. Salut tout le monde. Et Yoann, alors Yoann arrivé ou pas arrivé? Il est là. Non, il est là, Yoann, toujours là. Je vous écoute. Yoann, il m'a envoyé un message, il m'a fait s'il n'y a pas de qui je suis, je m'en vais tout de suite. Voilà, tu m'as fait un pauvre qui je suis la semaine dernière, alors là je veux plus entendre parler. Qui je suis. Je sais, t'as les boules, on va en faire un bien, t'inquiète pas. Le jeu qui bien sûr nous est envié, qui rend fou et voilà, et qui fait bien sûr où on peut faire étalage de sa culture rugby assez aisément. Français. Tout à fait. On va rappeler les résultats de cette 12e journée qui va se poursuivre ce soir. Ça sera sur l'antenne de Sud Radio avec le Castres UBB. Alexandre, tu veux t'y coller ou j'y vais? C'est comme tu veux. Allons-y. Victoire de La Rochelle face à Clermont, 20-15. 2 essais de chaque côté, 6 cartons jaunes. C'était heurté du côté de Marcel de Flandre. Le succès étriqué de Montpellier face au Racing, 92 dans la douleur, mais une victoire importante pour les Montpelliérains, 21-17, point de bonus défensif pour les Franciliens. Ensuite, ça a été des victoires un peu plus larges, celle notamment de Bayonne à Vannes, 27-21, 3 essais pour les Bayonnais signés Lucas Martin, Cyril Makala et Rodrigo Bruni. Il y a eu le succès large du Stade Français de Paris face à Perpignan, 24-7, mais sans bonus offensif, 3 essais à 1 avec des essais signés Marchant, Laloy et Brad Weber. Et puis enfin le succès large et bonifié cette fois-ci du RCT face à Pau, 57-25 avec 7 essais inscrits par Le Corvec, Lucchesi, Dréan, Villiers à 2 reprises, Cal Sinclair et Dréan pour un doublé lui aussi, jusqu'à la 76e minute de jeu. 3 essais côté section paloise. Le festival. Moi j'ai 57-25. Non, 56, voilà, pour l'avoir suivi. Puis même, je sais ce que j'ai. Moi, je sais pas où tu l'as, mais en tout cas, peu importe. Mais chez nos amis mais c'est vrai que il y a, non, mais pour tout vous dire, voilà, le Figaro dit 56 et l'équipe dit 57. C'est 56, donc c'est 56. Voilà, mais bon, peut-être qu'on peut se tromper. Voilà, 24-13 à la mi-temps, 32-12 à deuxième mi-temps. Mais bon, écoute, peu importe. Je t'ai coupé, peut-être. Pardon, Alexandre. Non, du tout. Non, je disais 3 essais côté section paloise, marqué par Dobagna, Emeric Luc et Joe Maddox. Voilà, le point au classement, parce que pour l'instant, la bonne opération, c'est Toulon qui l'a fait, La Rochelle aussi. Voilà, et puis Montpellier également, qui fait une bonne opération dans ce classement. Leader, toujours le Stade Toulousain, devant l'Union Bordeaux-Bègles, premier et deuxième, 39 et 37 points. Toulon est à 37 points, tout comme l'Union Bordeaux-Bègles. Troisième, les Toulonnais. Quatrième, tiens, t'as une petite idée du quatrième? C'est quand même ça, il fallait le voir venir quand même. Et l'Aviron Bayonnais est quatrième avec 34 points, 33 points pour Clermont, 5e, 32 pour La Rochelle, 6e. Et là, il y a un vrai gap avec Castres qui doit ce soir s'imposer pour raccrocher ce wagon. Ils sont 7e les Castres avec 5 points de retard sur les Maritimes, 8e Montpellier, 9e Racing, 10e le Stade Français, 11e Perpignan, 12e Pau, 13e Lyon qui jouera demain et la réception du Stade Toulousain, 14e Levante, Lanterne Rouge, seulement 15 points au total. Ouais, et en cas de défaite sèche ce soir des Bordelais à Castres, bien Toulon serait deuxième du top 14. Donc ça met la pression sur l'UBB. Yoann, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce multi? J'aime quand tu dis oui messieurs. Ça, on sent que t'es dans ton. Je sens la hiérarchie, moi. Ouais, c'est ça. Je respecte la hiérarchie. Qu'est-ce qui t'a marqué? Parce qu'il y a quand même des résultats qui sont assez singuliers. En tout cas, il n'y a pas eu que des bons matchs, mais qu'est-ce qui t'a marqué parmi ces matchs? Je dirais la victoire de Bayonne à Vannes, qui était sur une belle dynamique, et là qui a été stoppée par ces Bayonnais qui ont aligné une très belle équipe avec beaucoup de fautes côté Bayonnais, 20 fautes je crois en première mi-temps, 2 cartons jaunes. On s'est dit ils vont craquer, et au final ils n'ont pas craqué, et des 20 un peu approximatifs à l'approche des lignes. Voilà, je trouve ça 19 pénalités au total, l'Aviron à l'extérieur, et ils gagnent quand même. C'est quand même très très rare. Ouais, je trouvais ça dommage pour les Vantais de pas pouvoir confirmer. Voilà, après une belle prestation à La Rochelle. On pensait qu'ils allaient pris la mesure du top 14, et bon, il s'avère que non.
Ouais, on rappelle qu'en 4 victoires, et ça s'est joué quand même à pas grand-chose, parce que malgré, on avait l'impression que Bayonne maîtrisait, mais Vannes a eu une balle de match à la fin et pouvait peut-être l'emporter sur le fil dans les arrêts de jeu, mais ça s'est pas concrétisé et Vannes pouvait repasser devant Lyon qui accueillera demain, on vous le rappelle, Toulouse. Philippe, quel match toi tu retiens parmi ces victoires ou autres? Mais je vais retenir le La Rochelle-Clermont pour 2 raisons. Bon, d'abord, on attendait quand même une réaction rochelaise parce qu'ils avaient chuté à domicile en top 14 contre Vannes, on vient de le dire. Mais surtout, on avait senti cette équipe prendre confiance et se rassurer un peu avec cette nouvelle compétition de Champions Cup avec laquelle ils ont quand même une histoire particulière. Donc, on attendait un gros match des Rochelais. Puis finalement, on a vu une équipe de Clermont plutôt confirmée. On en avait parlé, même s'ils n'ont pas réussi à prendre de points la semaine dernière en coupe, en Champions Cup, en compétition européenne, mais on a senti cette équipe quand même monter en puissance ces dernières semaines. Ils ont plutôt maîtrisé la deuxième mi-temps. Bon, c'est un match très heurté, on le disait, 6 cartons jaunes, un match haché, mais c'est plutôt les Clermontois pour moi qui ont fait une bonne opération en prenant un point de bonus et en se maintenant bien en haut de classement et au-delà du plan comptable. Je le répète, sur le caractère, on sent que cette équipe est de plus en plus sûre de ses forces. Ouais, c'est vrai. Ah mais non, mais je vais dans ton sens totalement, Philippe. Christophe Furios, en conférence de presse, il disait notamment que il y avait des regrets au regard du match, de ne ramener qu'un point, mais il y avait beaucoup d'espoir. Il parlait d'une route qui amène vers le succès, et cette phrase qui m'a marqué de Christophe Furios, cette équipe-là, elle va gagner. Elle va gagner des matchs, elle va gagner des choses, cette équipe-là. Et il parlait évidemment de l'ASM. Elle va gagner à domicile. Et elle va gagner désormais à l'extérieur des grands rendez-vous. Il est sûr de son fait. Elle a le caractère pour en tous les cas. Elle l'a montré aujourd'hui. Encore une fois, même sans prendre de points, elle l'a montré la semaine dernière en terre irlandaise. Donc voilà, je suis assez d'accord avec Christophe Furios. Honnêtement, en début de saison, on n'attendait pas du tout cette équipe de l'ASM à ce niveau-là. Et là, on la sent quand même très bien installée dans ce top 6. Ouais, juste quand même, Johan, est-ce qu'on peut mettre un bémol quand même? Parce que les occasions, quand elles se présentent, il faut savoir les saisir. Et ça fait deux fois consécutivement. Ça serait pas arrivé une autre grosse écurie. On ne sait pas, mais les conditions de jeu déjà étaient difficiles. Il faut le souligner. Après, ça a avantagé quand même les Clermontois parce qu'ils n'ont pas non plus tenu le ballon, ils n'ont pas, quand il fallait concrétiser, ils n'ont pas su concrétiser. Je les ai pas sentis mettre dans leur jeu au bout de 2-3 temps de jeu, ils se séparaient du ballon avec un jeu au pied rasant ou mal exécuté, mais ils n'arrivent pas à tenir le ballon, ils n'arrivent pas. Je pense que les conditions climatiques étaient favorables à l'ASM pour réaliser un très bon résultat, parce que c'est un très bon résultat de ramener un point de La Rochelle. Mais sous réserve parce qu'il va falloir confirmer. Je pense pas que leur jeu soit encore très abouti. Avant de lancer le jeu, puisqu'on a des places à vous faire gagner pour le match entre Toulouse et le Stade Français, petit tour de table quand même aussi. Qu'est-ce que toi tu retiens, Quentin? Puis ensuite question à Alexandre. Moi je vais retenir la montée en puissance du RCT avec ce large succès face à la section paloise. Ça a été un petit peu difficile à un moment dans la rencontre. Les deux équipes étaient revenues quasiment à égalité. Et puis ensuite, ils ont déroulé les coéquipiers de Baptiste Serin. Et on a vu notamment encore une fois Gaël Dréan très bon dans le jeu et à la finition. On a vu Gabin Villiers inscrire un essai, Enzo Hervé quand il rentre qui fait une belle passe décisive au pied justement pour ce Gabin Villiers. Ouais, non, le RCT qui commence à devenir sacrément impressionnant et sacrément sérieux en effet pour la course au top 6. Victoire bonifiée, on le rappelle, 56-25 pour les Toulonnais. Alexandre, toi tu retiens quoi de cette 12e journée, l'antépénultième c'est beau ça, c'est beau. Ouais, tu sais qui disait ça? Tu sais qui disait ça? Non. Patrice Agisquet, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah bah oui, c'est normal. Il est passé par Bègle, il est passé par les grands clubs. La première fois qu'il a utilisé ça après une rencontre du 15 de France, on l'a tous regardé. Bon, maintenant, on est calé, mais on n'était pas prêts. Ouais, c'est vrai. Qui défend sur l'antépénultième? Qui défend? Là. Eh ben, je vais être honnête, François, j'avais noté aussi le match de Toulon et je m'étais marqué. non, par contre, sans déconner, j'ai vraiment écrit ça et je vous jure que c'est vrai. Est-ce qu'en fait, c'est pas Toulon le concurrent du Stade Toulousain? Le véritable concurrent du Stade Toulousain. C'est ça la question que je me suis mis dans mes enseignements de cette 12e journée pour le moment. Le véritable concurrent du Stade Toulousain.
c'est le Stade Toulousain. Voilà. Ouais, mais ça, c'est une réponse de Toulousain. C'est quelqu'un qui est objectif. Ça c'est vraiment une réponse de Toulousain, mais alors vraiment, mais bon, là, 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 là. Après, les mecs ils estiment qu'il y a que eux qui peuvent les battre. Non mais je te jure après, quoi. si je peux mettre un... Oh le boulard. Après, si je peux mettre un bémol à Alex, et moi je pense qu'ils sont beaucoup trop dépendants de Baptiste Serin, cette équipe du RCT, et que si jamais il y a un petit couac avec Baptiste Serin, la saison. On l'a vu l'année dernière, hein, mais Ouais. on l'a vu l'année dernière. Mais quand c'est que c'était c'est- mal, mais enfin je suis désolé. Dans une moindre mesure et peut-être pas autant, mais le Stade Toulousain est dépendant aussi d'Antoine Dupont. Enfin, c'est normal qu'un grand club soit dépendant des grands joueurs, non? Oui, non, Enfin, mais je sais pas. autant d'un Plus ou moins, seul, je suis plus pas ou moins. sûr. Ouais. Toulouse gagne des matchs sans Antoine Dupont, il Ouais. me semble. Oui. Tout à fait. Ouais, mais des Et titres, Antoine Dupont qui ça, on ne n'a sera pas encore à Lyon vu. demain. J'essaye moi de raccrocher à notre journée. Ah non, il est en quand vacances. même. Oui, il est en vacances. C'est à New York. T'as des nouvelles sorry. T'as des nouvelles, Johan? Non, tout va bien à New York. Tout va bien. Ouais, Tout va d'accord. bien, il est parti avec Il t'a même pas amené avec lui. C'est fou, ça. Et Oli. D'accord. Ah, je peux plus suivre financièrement ces dépenses. Il n'y a que Philippe qui peut suivre. Il y a que Philippe. Il a hésité Ah voilà, à je l'attendais partir. celle-là. Je savais que ça allait arriver. Ouais, bah, Il a hésité à partir à New York, mais il a hésité. en tout cas, merci pour ton. J'ai coupé la caméra parce que j'ai rigolé. Merci pour ton honnêteté, Johan. En tout cas, mais je Faut le pense que dire. ça va payer. Je pense dans le qui je suis un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Je Bon, pense aussi. on va y revenir, bien sûr. On peut peut-être lancer le jeu, Alex. Je suis déjà Bah oui, parce qu'on va faire une Pas petite le qui pause. je suis, pas le qui je suis, Non, les pas- places. pas- Ah non, non, Je pas veux celui-là. gagner Non, des celui-là. places. Attention. Non, mais lui, Ici, il ne vous pense verrez. qu'au qui je suis. C'est un truc de fou. Il voudrait faire il est- 3 quarts d'heure de qui je suis, Johan. Ah oui, mais évidemment. Mais on peut pas. Voilà. Donc il y a des places à Un gagner. jour, on va le faire. Il y a des places à gagner, Alexandre. Exactement, il y a des places à gagner pour assister à Toulouse, Stade Français Paris. C'est du côté du Stadium dimanche prochain, 29 décembre à 21h. Vous appelez le 0826 300 300, 0826 300 300 et on vous offre vos places pour assister à Stade Toulousain, Stade Français Paris pour le Boxing Day. C'est un grand rendez-vous, ce sera dimanche prochain à 21h. Évidemment, ce sera sur Sud Radio, mais le top, c'est d'écouter Sud Radio en étant au stade. 0826 300 300. Voilà, Sud Radio, la radio du rugby, bien sûr, à suivre. Exact. Dans un instant, bien au cœur de la mêlée, la suite. On va revenir sur les matchs importants du jour. À tout de suite. Et Mathieu Rénal sera avec nous, le patron des arbitres à la FFR. Il sera avec nous de la cellule, en tout cas technique. Il sera avec nous à partir de 19h30. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, bien sûr Alexandre Priam, Quentin Cabanis, toute l'équipe réunie et aussi les auditeurs qui nous ont appelés nombreux au 0826 300 300. Et on a un gagnant, ou Ah une bon gagnante, ou des gagnants même, puisque c'est un couple. Ah bah Voilà, voilà, ça, ça on est très heureux. Mais Voilà, c'est surtout en Evelyne. ces périodes de fête. Evelyne, alors là, ils sont du côté de Narbonne, si tu veux. Allez, je raconte la vie des auditeurs. Bien Ils sont sûr. du côté de Narbonne, mais ils viennent de Groyer dans le Tarn. Eh ben voilà, bonsoir Evelyne. Evelyne. Et on est très heureux de vous avoir avec nous en direct sur Sud Radio. Oui, c'est un plaisir. Bon, vous nous avez appelé pour les places pour le match Toulouse-Stade Français dimanche 29, je crois. 29, oui. C'est ça, le 29, exactement. Oui, Ouais, mais on ouais. s'y perd. Moi, je suis vraiment bloqué sur le 25 parce que j'attends beaucoup de cadeaux à Noël. Je les mérite. Et donc c'est pour ça. Mais c'est donc dimanche 29. Et donc j'imagine que quand même ce match, vous l'attendez avec impatience parce que c'est toujours sympa d'aller voir le Stade Toulousain face au Stade Français, le fameux Classico. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, Oui, oui. Marie derrière. Alors, Oui, oui. bon, Il faut essayer de couper le haut-parleur, sinon on vous entend pas bien. voilà. Alors, ça le téléphone. Ah ouais, parce que ça a basculé sur le Bluetooth de la voiture. Mais oui, C'est ça. Mais oui, les auditeurs, ils sont comme nous, ils ont la même vie que nous. Voilà, les Bluetooth dans la voiture, ça souvent c'est plus fort Ça que. sauve la vie. Et oui, ça sauve la vie pour pas Vous la lève. perdre de points. Toulouse face au Stade Français, ça va être une formalité. Oui, j'espère. Ouais. Ah ouais, vous y allez fort, mais vous pensez que les stadistes, même si, enfin les Parisiens, même s'ils ont battu Perpignan aujourd'hui, ils pourront pas quand même résister ce dimanche. Non, ils vont perdre. Bonjour, c'est Marie. Ils vont perdre. D'accord. Ben oui. Qu'est-ce que vous allez faire à Narbonne là? Parce que on est curieux du coup. On rentre à la maison maintenant. Oui. Vous avez... Mettez le soleil, maintenant on rentre. D'accord. Vous êtes à jour sur les cadeaux? Oui, on est à jour. Bon. Non,
on peut en avoir d'autres. Ah bah oui, mais François, tu t'en la perche. Bah du coup, on peut offrir 2 places pour aller voir Toulouse. Ah, bah oui, on vous offre 2 places pour aller voir Toulouse. Non, mais moi je voulais quand même m'assurer que voilà, tout était prêt parce que là, les 2 places, bah, c'est un des cadeaux. Mais sinon, d'un point de vue personnel, tout est à jour. Vous êtes au carré en tout cas. Bravo. On vous remercie d'avoir été avec nous, allez, Quentin. Je disais qu'après, on avait Michael, supporter de Vannes, D'accord. À l'antenne. D'accord, j'ai juste un petit problème de casque. Oui, je. Juste une précision pour dire que le Twickenham, c'est fabuleux. Voilà. Ah, le Twickenham, l'hôtel de Le Philippe. stade. Ah, d'accord. Ah Mais oui, non, l'hôtel de bien Philippe. sûr. Extraordinaire endroit, bien sûr. L'un des hôtels de Philippe. Eh oui, et on salue Guy et Nicolas Spanghero aussi. Ouais, non mais exceptionnel endroit. Philippe, tu peux peut-être. Ah, là, tu peux peut-être. Là, Philippe, là, ça fait plaisir à Philippe là. Oh là là. Ah ouais, non mais bien sûr, ça nous fait très plaisir parce que c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est pour rendre hommage au rugby et puis pouvoir faire plaisir aux amoureux de rugby. Donc on est ravis qu'ils s'y retrouvent et qu'ils aient plaisir à passer nous voir et à voir la collection de maillots. En plus, il y a un maillot de Johan Huget. Bon, il est pas facilement accessible parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent mettre des offrandes, des choses devant, mais Il est exclusivement globalement, dans la suite nuptiale. voilà, il est dans la suite nuptiale. Celui de Johan, c'est un concept, mais les autres sont beaucoup plus facilement accessibles et on est ravis de les faire découvrir. Donc le On Twickenham. en a tous fait. On y était la semaine dernière. Eh ben, merci. Le Twickenham à Castelnaudary, on est d'accord. Hein. Oui. C'est bien ça. Désolé d'être allé. On a fait. Bon, super. Eh ben, on vous remercie Merci en tout à cas vous. d'avoir été avec nous et on vous souhaite un bon match. Voilà et bonne fin de route. En tout cas, en nous écoutant sur Sud Radio au cœur de la mêlée. On continue, bien sûr, à débriefer cette 12e journée et on accueille Mickaël qui est avec nous, Supporter de Vannes. supporter de Vannes. J'imagine un peu triste ce soir. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir François, bonsoir à toute l'équipe. Oui, un peu triste, on y a cru après la sirène, un exploit qui aurait pu finalement arriver comme un cheveu sur la soupe, mais bon, et ça a cafouillé encore et bon, finalement, une défaite sans bonus défensif. Ouais. Triste encore une fois. 27-21, on le rappelle pour Bayonne. Bayonne qui a été énormément pénalisé. Alexandre le rappelait tout à l'heure, je crois 19 pénalités contre les Bayonnais. Seulement 7 contre les Vantais par exemple. Ouais, Le différentiel est hallucinant. c'est dire. Et pourtant, ces Vantais, ils ont eu du cœur, Mickaël. Ils ont eu des occasions, mais ils ont parfois été un peu généreux avec les Bayonnais. Je pense notamment à cet essai un peu concédé bêtement là, avec la faute de Rourou qui a temporisé la sortie de Caen là. Voilà, je pense à ça j'ai ça qui me revient. Oui, tout à fait, François. Pour moi, on donne 2 essais à Bayonne. Il y a ça, comme vous dites, et puis il y a aussi l'autre essai un peu cadeau où il cafouille aussi une sortie de Caen. C'est un peu les mêmes situations, les deux. Ouais. Après, pardon de vous couper, pour moi, il y a un tournant du match, c'est autour de la 60e. Là, il y a je crois, 6-7 minutes de domination vantaise à 5 mètres de la ligne. Là, quand même, l'incapacité à scorer, c'est le tournant du match parce que là, ils doivent revenir et ils n'arrivent pas à marquer, quoi. Après, t'as une énorme défense bayonnaise à ce moment-là, quand même, de très haut niveau, qui fait que seulement 11 plaquages manqués sur 147 tentés, quoi. C'est très très impressionnant. Mais effectivement, t'as raison, Philippe. Hein, si l'équipe en face elle manque pas de plaquage, c'est aussi que tu la mets pas en difficulté. Et c'est peut-être aussi tout le problème de Vannes. 7 minutes dans la zone de marque directement sans prendre de points, pour moi, c'est ce moment qui tue les Vantais. Exactement, entièrement d'accord là-dessus. On marque pas un point là-dessus, on reprend mêlée sur mêlée et puis finalement ça donne rien, c'est avorté au bout et on ressort de 0 points de cet épisode-là et ouais, exactement. Ouais, Mickaël, on sent quand même que dans la voix il y a un peu de tristesse. On rappelle que Vannes est 14e à 15 points après cette défaite 27-21 face à Bayonne. En plus, Vannes termine avec un espoir dans la sirène et termine à plus de 5 points, donc à 1 point du bonus défensif. Donc c'est doublement enrageant. Johan, comment t'expliques l'impuissance dont on parle dans la zone de marque? Est-ce que c'est un manque de qualité individuelle des joueurs de Vannes ou alors il y a des jours comme ça où ça fonctionne pas? Sincèrement, j'ai regardé le match, mais je pense que les Vantais sont tombés sur une très belle équipe bayonnaise, tout simplement. Des fois, il faut se le dire. Une équipe qui est aguerrie, qui a de l'expérience, avec des Machno, des Joris Second,
Egui qui a fait un gros match aussi devant. Tuilagi. Comment Tuilagi qui fait ce dernier package pour créer un moll. Je pense que tout simplement les Vantais sont tombés sur meilleur qu'eux. Il n'y a pas devant, ils ont été pris et voilà. Des fois on cherche l'excuse, mais les Vantais ont été impuissants parce qu'ils sont tombés face à une très belle équipe bayonnaise. Non, je suis d'accord avec toi. Après, quand même, moi, la lecture que j'ai de cette équipe de Vannes, c'est que tout ce qui est marché en Pro D2 l'année dernière, c'est-à-dire ce jeu développé, ce rythme-là imprimé, ce sont des choses qui sont extrêmement difficiles à mettre en place en top 14. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ils perdent 14 ballons, les Vantais, dont 7 au sol. C'est-à-dire qu'il y a 7 ballons différents que Bayonne a récupérés au sol face à cette équipe de Vannes. C'est-à-dire que les soutiens sont tardifs, c'est-à-dire que les sorties sont ralenties, c'est-à-dire que les avants ne peuvent pas supporter le rythme que la charnière essaye d'imposer. Il y a un moment où la question du projet de jeu, faut-il être toujours aussi déployé en termes de jeu produit alors que tu joues le maintien? C'est une question qu'on a avec tous les promus depuis des années. Hein. Je pense qu'ils se sauveront par le jeu. Bien sûr. Ouais, en plein hiver, je sais pas, tu vois, moi j'ai un doute. Ah non, en plein hiver, non, mais bon, je pense que c'est leur identité, et des fois, il faut même contre Vents et Marais, il faut la garder parce que elle est vraiment plaisante à avoir joué. Ils gagnent, ils font des coups, mais le top 14 est dur, le top 14 n'est pas facile, et ça fait que 6 mois qu'ils sont là. Hein. Oui. On va faire réagir Mickaël sur justement, est-ce que tu suis Johan ou plutôt Alex là sur voilà, est-ce qu'il faut un peu fermer fermer les vannes en termes de jeu ou au contraire continuer à produire, puisqu'on rappelle que cette équipe qui a perdu aujourd'hui contre Bayonne avait gagné à La Rochelle avant la trêve européenne entre guillemets. Ah, je serais pour continuer comme ça, à vouloir produire du jeu, mais il faut faire moins de fautes et donner moins d'essais. Et les sorties de camp là, ça, aujourd'hui, par 2 fois, ça, on le paye cash. Et il faut continuer comme on a fait aussi à La Rochelle, vouloir chercher à produire du jeu, mais. Bon là on est tombé aussi contre une belle équipe comme ça a été dit avec un Makala aussi qui est tranchant comme il lame dès qu'il passe ça pardonne pas donc non, voilà, pour moi continuer à produire le jeu et ça va peut-être payer à un moment donné mais aujourd'hui c'était pas encore ça. Ouais c'est vrai quand même que cette paire de centres Makala Tuilagi Johan elle est quand même d'une complémentarité et elle est tranchante comme des lames et Tuilagi il fait mal quand même Tuilagi est un gros défenseur, on le connaît, puissant, ballon en main, très complet et Makala qui est en pleine confiance, meilleur réalisateur du top 14 aujourd'hui et il est en pleine confiance donc c'est une paire de centres qui est hyper dure à jouer et plus les matchs vont avancer, plus ils vont être compliqués à aller chercher et à déstabiliser. Ouais, Vannes à Pau le week-end prochain, samedi, et Vannes qui recevra ensuite Clermont. Philippe, tu donnes quoi sur ces 2 journées? Combien de points? C'est compliqué parce que les Vantais ils sont capables aussi d'aller chercher des points de bonus à l'extérieur. Alors des victoires, on l'a vu à La Rochelle, c'était particulier. Ils auraient confirmé aujourd'hui, j'aurais dit que cette dynamique était lancée, mais là il y a encore trop de failles. On vient de les citer, le déchet dans le jeu au sol, dans la guerre des rucks, l'incapacité à scorer. Mais moi, ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que surtout ce qui m'inquiète avec cette équipe de Vannes, c'est que je suis d'accord avec Johan. Leur salut passera par la volonté de produire, d'être ambitieux. Le problème, c'est qu'ils confondent ambition et naïveté, beaucoup, depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir être froid, on peut être ambitieux dans le jeu et savoir prendre les points quand ils se présentent. Et malheureusement, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais en début de saison, ils ont laissé passer des points en allant chercher des pénales touches au lieu de prendre les points. Et donc, ils ont confondu pour moi un peu ambition et naïveté. Et on l'a revu encore aujourd'hui, notamment sur cette séquence dont je parlais tout à l'heure. Donc, pas facile à dire sur les points parce que aujourd'hui, ils nous laissent pas mal de points d'interrogation. Ouais, Mickaël, pour nous séparer, le mot de la fin, est-ce que tu vois les Vantais, tu sens ces Vantais capables de réagir à Pau après ce que tu as vu aujourd'hui? Pourquoi pas, je les voyais pas capables de réagir après la défaite contre Bordeaux. Ils ont su rebondir à La Rochelle.
Pourquoi pas aller faire un coup là-bas. Maintenant, bon, ils sortent d'une terrible défaite à Toulon, j'ai vu là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient mis comme équipe là-bas, mais certainement qu'ils vont nous opposer une grosse équipe, donc une belle opposition en face. Au Hameau, c'est toujours difficile. Ça va être dur quand même. Si on prend un point, ce sera bien, mais je ne vois pas aller gagner là-bas. Bon, je ne voyais pas non plus aller gagner à La Rochelle, cela dit. Mais bon, on verra bien. Là, je peux pas dire plus. Bon, merci en tout cas, Mickaël, d'avoir été avec nous. Mickaël, Brest Rugby, voilà, c'est ton site. Et c'est là qu'on peut suivre toute l'actualité du rugby breton. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. À très bientôt. Et bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va continuer au cœur de la mêlée avec Léger, Philippe Spanghero, toute l'équipe, bien sûr. Et le grand invité, c'est Mathieu Rénal, le directeur de la cellule technique de l'arbitrage de la Fédération française de rugby. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous, 0826 300 300, avec toute l'équipe de Cœur de la Mêlée, Yoann Huget, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, toute l'équipe réunie, Quentin Cabanis bien sûr. Et notre invité ce soir, c'est Mathieu Rénal, ancien arbitre bien sûr international, professionnel, directeur de la cellule technique de l'arbitrage à la Fédération. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. J'imagine, Mathieu, que tu as suivi les matchs de l'après-midi. Il y en a eu 5. Quelle note tu mets à ton corps arbitral ? Il y a eu du boulot pour les arbitres. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais effectivement, après, on a un débriefing. On va débriefer les matchs ensemble. On a une réunion technique tous les lundis avec chaque équipe d'arbitres et tous les mardis avec la cellule technique. Donc, on fait toujours le même fonctionnement. Mais j'évite de les noter à chaud. D'abord, c'est pas des notes. On essaye de les faire grandir, de les rendre meilleurs, un peu comme tous les entraîneurs, je suppose, avec leurs joueurs. Voilà, mais tu leur mets quoi ? Plutôt un A+, un A-, là, de manière globale, sur les 5 matchs qu'on a vus. Déjà, je voyais pas les 5 matchs parce que je peux pas me partager. Donc, c'est avec Romain et puis les autres membres de la cellule, on se partage les matchs. Mais ce que j'ai vu, c'était plutôt bien. Il y a toujours des choses à dire. De toute façon, la copie parfaite, elle n'existe pas. Mais en pourcentage de bonnes choses, c'est quand même, ça reste positif. On va bien sûr faire le point sur un peu ton travail et celui que vous menez avec Romain Poite, dans cette cellule technique de l'arbitrage français. Juste quand même une question, moi, sur le match La Rochelle-Clermont. Carton jaune à Crémer. Je ne sais pas si tu l'as vu, Mathieu, ce match. Je trouvais qu'il était dur, moi, ce carton jaune. Il fait un gros tampon là sur West. West perd un peu ses appuis. Il touche pas. Enfin, moi, je vois pas toucher à la tête à l'image et il prend un jaune. Je crois que c'est Monsieur Brousset. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, ça peut. Oui, bien sûr, ça peut. C'est des choses qui peuvent se discuter. Après, il faut vraiment l'analyser de manière très précise. Voir les images qu'ils ont, discuter avec eux, quel ressenti ils ont sur le terrain aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on analysera le lundi ou lundi quand on aura l'équipe d'arbitres en face et quand ils auront fait leur rapport comme ils le font tous les week-ends. Okay. Et c'est possible que ce soit sévère ou en dehors du cadre ou qu'on préconise une autre sanction, mais voilà, ça fait partie des discussions qu'on a avec nos arbitres en tout cas. Ouais. Voilà, on en a. Avec les coachs aussi, avec les coachs aussi, parce que ils sont pas d'accord entre eux non plus quand on leur propose des situations comme ça de jeu déloyal. Il y en a qui seront pour carton jaune, d'autres pour pénalité, d'autres c'est pour carton rouge. Donc c'est les discussions qu'on a et on essaye d'avoir des observables clairs entre nous, lisibles, et pour qu'on puisse tous être sur la même ligne. Mais le rugby, c'est un sport complexe, avec des situations complexes, et on aura du mal à obtenir 100% de gens qui seront alignés sur une même situation. Philippe Spanghero, question pour Mathieu Rénal, patron de la cellule de l'arbitrage français. Ouais, salut Mathieu. Écoute, pour continuer à débriefer les prestations des arbitres, il y a une décision qui était importante et difficile à prendre. Et moi, j'étais d'accord avec la décision arbitrale, mais je voulais avoir ton avis sur la dernière action MHR Racing, où le Racing porte le ballon, peut aller chercher ce match à la fin. Et donc sur l'arrière, il y a une situation qui, aux yeux au moins de Gaël Ficou, paraissait litigieuse parce qu'il est venu batailler et c'est bien normal. Ça doit être des décisions assez difficiles à prendre parce qu'elles influent directement sur la finalité du match.
Quel est ton regard, toi, sur cette action-là? Alors, pour être très honnête, c'est pas moi qui étais superviseur sur ce match-là. Donc, c'est pas le match que je suivais. Donc, vous avez invité la mauvaise personne. Voilà, bon, si écoute, alors on va raccrocher. Merci Mathieu d'être venu. Merci d'être venu Mathieu, c'est très sympa. Si vous voulez une réponse sur ça, vous avez invité la mauvaise personne. Et puis donc c'est pas moi, c'est Romain qui voyait ce match-là, et c'est des situations qu'on débriefe après entre nous, mais voilà, à froid, où on analyse la globalité du match et après on va dans le détail technique. C'est comme ça qu'on procède toujours, et on change pas ce qu'on fait depuis, ou ce qu'on a mis en place depuis le début de la saison en tout cas. Bon, mais parlez d'autre chose. Pendant ce temps, je lui fais un texto et comme ça, je vous dirai à chaud. Alexandre avec Mathieu Rénal. Alors Mathieu, c'est vrai qu'on arrive donc à la fin de cette première partie de saison. Est-ce qu'il y a eu des parce qu'à plusieurs reprises cette saison en top 14 et en Pro D2, on a estimé que sur quelques points, sur des cartons jaunes, sur des choses comme ça, il y avait des nuances qui étaient quand même un peu visibles entre l'arbitrage international et le top 14 et la Pro D2. Qu'est-ce que vous notez, Mathieu Rénal, comme nuance claire, vous? Des nuances, il n'y en a pas, parce qu'on applique les mêmes procédures. Par contre, ce qu'il y a, c'est des erreurs de jugement. Il y a des trucs qui sont faits qui sont très bien, et après il y a des erreurs. C'est-à-dire qu'un arbitre, quand il est seul devant l'écran, ou qu'il est seul face à une situation, qu'il a une fraction de seconde pour prendre une décision, il va respecter une procédure. La procédure, elle va guider sa décision. Dans 90% des cas, elle va le conduire à la bonne décision. Mais parfois, il faut un peu s'affranchir de cette procédure-là et essayer de prendre des décisions de bon sens, qui sont lisibles, etc. Il n'y a pas que la procédure qui conduit à de bonnes décisions. Et c'est vrai que là, parfois, on a des arbitres qui ont beaucoup d'expérience, qui arrivent à le faire, qui arrivent à manier ça, et ils se trompent, comme on s'est tous trompés. Bien sûr, bien sûr. Et puis on a des arbitres un peu plus jeunes qu'on essaye de pousser, à qui on essaye de donner du temps d'arbitrage et tout, et qui eux ont un peu plus de difficultés à le faire. Donc au-delà des nuances, je pense pas qu'il y ait trop de nuances, parce que nous on relaie le message de World Rugby, on est en lien permanent avec World Rugby, avec Joël Juge et son staff, on travaille beaucoup avec eux, on a des arbitres internationaux qui sont dans le groupe des arbitres à World Rugby, et on relaie vraiment, on essaye de coller au maximum à ce que fait World Rugby, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on veut que nos arbitres soient sur les standards d'arbitrage de haut niveau, et parce qu'on veut pas que nos clubs soient pénalisés en Coupe d'Europe par une manière différente d'arbitrer, ou que nos joueurs internationaux arrivent en équipe de France et soient déstabilisés par une manière différente d'arbitrer. Donc pour toutes ces raisons-là, on essaye de coller à ce qui se fait au plus haut niveau en tout cas. Et justement, sur le point notamment du territoire français, je me souviens des années auparavant, on notait, cet arbitre est passé de la Pro D2 au top 14, il a été promu, alors qu'on sent que cette année, il y a des passerelles qui vont dans les deux sens entre top 14 et Pro D2. On peut avoir Tuel Trinini qui arbitre demain un match de Pro D2, et ça ne semble pas te poser de problème. Pourquoi, d'où vient cette passerelle qui est beaucoup plus utilisée que ça ne l'était avant, Mathieu Rénal? Parce que nous, on a dit tout simplement, on est arrivé face à notre groupe et on a dit voilà, vous êtes 30, il y a 15 matchs par week-end. Pour nous, c'est un sport de très haut niveau. Donc à partir de là, on va mettre nos meilleurs arbitres sur le terrain. On donnera effectivement du temps d'arbitrage à tout le monde. On donnera l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Mais c'est la performance qui compte, et on veut mettre nos meilleurs arbitres sur le terrain. Donc si nos meilleurs arbitres à l'heure actuelle, ils peuvent aussi aller en Pro D2. D'ailleurs, je vois pas pourquoi ça serait pourquoi on se priverait de ça. Les clubs de Pro D2 aussi ont le droit d'avoir les meilleurs arbitres, et pour nos arbitres c'est enrichissant aussi, parce que ça leur donne du temps d'arbitrage tout simplement. Je préfère que nos meilleurs arbitres fassent 25 matchs par saison que 10, comme c'était le cas les années passées, 10 matchs par saison, parce que pendant que notre arbitre ferait 10 matchs par saison, ou un arbitre espoir ferait 10 matchs par saison, l'équivalent en Angleterre, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, il ferait 30 matchs par saison. Ça veut dire que nos concurrents directs sur la scène internationale, en une année, ils prendraient 3 fois plus d'expérience
que les nôtres. Et ça je veux pas, ni moi ni Romain. On est aligné là-dessus sur la manière dont on veut conduire notre groupe. Et c'est que la performance qui prime, et on veut donner le maximum d'opportunités à nos meilleurs arbitres, quoi, tout simplement. Johan Huget avec Mathieu. Ouais, c'est Mathieu. Et depuis que le début de saison, comment sont vos rapports avec les coachs? Est-ce que tu trouves qu'ils se sont améliorés? Est-ce que tu les trouves toujours aussi râleurs ou... Voilà, c'était le rapport relou. depuis que vous avez mis cette relou, si, mais depuis que vous avez créé cette cellule, comment se passent vos rapports avec les coachs? Déjà, il y a plusieurs choses. C'est qu'on leur a donné l'opportunité en pré-match de discuter directement avec l'équipe d'arbitre, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'envoyer des clips en pré-match, de faire une visio avec l'équipe d'arbitre, donc de discuter sur la manière dont le match va s'arbitrer. Ils ont aussi l'opportunité de faire une visio en post-match, c'est-à-dire pour débriefer le match avec l'équipe d'arbitre, etc. Après, s'ils ont besoin de précision, ils peuvent se tourner vers nous, mais on s'aperçoit que finalement, ils se tournent très peu vers nous parce qu'ils sont en lien direct avec les arbitres. Nous, on a développé un logiciel d'analyse de performance où on clipe tout, absolument tout, les bonnes décisions, les non-décisions, les erreurs, et on tient des stats pour tous nos arbitres centraux, tous nos arbitres de touche, tous nos arbitres vidéo. Ce sont des logiciels qu'on présente à l'ensemble des staffs, donc ils voient tout le travail qui est fait. D'ailleurs, ce logiciel-là, la Fédération française de foot est en train de nous le reprendre pour analyser les performances des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, ils voient très bien tout le travail qui est fait parce qu'on communique beaucoup sur ce qu'on fait et comment on travaille, et on échange pas mal avec eux. Après, on a créé des ateliers aussi, par exemple sur la mêlée, où on va réunir les entraîneurs de la mêlée tous les 2 mois avec William Servat. Donc tous les entraîneurs des mêlées du top 14 et de Pro D2 sont réunis et on discute sur établir une checklist commune, par exemple, sur la manière dont on arbitre la mêlée. Et puis tous les 2 mois, on se réunit pour voir si on s'est tenu à ce qu'on avait dit, etc. Donc cette ouverture qu'on a envers eux, ce travail qu'on a, cet échange qu'on a envers eux, je pense que pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de retour négatif et j'ai l'impression qu'ils sont plutôt satisfaits. Alors on ira plus loin dans les années à venir sur les rapports qu'on peut avoir avec eux. Dans le plan de haute performance aussi, on leur envoie des arbitres quand ils en font la demande, c'est-à-dire qu'il y a des arbitres qui vont passer des journées dans les clubs, donc pour travailler avec les joueurs, pour travailler avec les staffs. Donc voilà, tout ce côté-là, cette ouverture qu'on a envers eux, on leur avait dit à Loudanviel. Oui, mais on peut pas dire qu'ils vous le rendent quand même. Mathieu, Jean-Noël Spitzer, il a des propos quand même assez limites. Il a pris, je crois, 6 semaines. Il y a eu Pierre Mignoni. Bon, ça, il a été blanchi ensuite, mais ça a été quand même bouillant. Tout à l'heure, Ronan O'Gara, il descend de la tribune en tout début de seconde période. Immédiatement, Pierre Brousset, il doit aller le voir pour le recadrer. Il y a LDG en Pro D2 qui a été très limité hier aussi. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre des cartons jaunes et des cartons rouges comme dans le foot en fait? Mais bien évidemment que sur les 200 matchs qu'on a fait depuis le début de la saison, vous allez trouver 4 matchs où il y a des comportements d'entraîneurs qui ont franchi la ligne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un communiqué de presse, il y a une saisie de la commission de discipline, ils sont sanctionnés, les mecs t'appellent derrière, ils s'excusent, etc. Parce que quand on est dans un monde, dans le monde du sport, c'est pas vous que je vais l'apprendre, il y a parfois beaucoup de passion, beaucoup de tension, et que sur l'instant, les mecs ils réagissent mal. Bon, aussi, ok. Nous, nos arbitres, j'estime qu'ils ont droit à l'erreur sur le terrain. Donc ce droit à l'erreur-là qu'on s'octroie ou qu'on demande de respecter, on peut aussi le donner à un entraîneur. C'est-à-dire que si sur 200 matchs, vous me disiez, il y a 180 fois où ça s'est mal passé avec les entraîneurs, je vous dirais effectivement, il y a un grave problème dans notre sport. Bon, il se trouve que sur les 200 matchs qu'on a eu, il y a eu quoi? Il y a 2 entraîneurs qui sont allés en commission de discipline, mais ça veut dire qu'il y a 198 fois où ça s'est bien passé. Donc on a 99% de matchs qui se passent bien entre les équipes d'arbitres et les staffs. Bon, pour l'instant c'est comme ça, tant mieux. Alors effectivement, si on pouvait avoir 0 débordement, ça serait le monde idéal, quoi. Mais je pense pas que dans le sport vous trouverez ça, quoi. Dans quelque sport que ce soit, la passion fait que les mecs ils débordent parfois et ce droit à l'erreur, ce droit un jour de faire une erreur, on doit l'accepter aussi. C'est comme ça.
Mathieu, bonsoir. J'ai une question moi concernant les arbitrages pour le tournoi des 6 nations. On a vu que dans la liste des arbitres de champ, il y avait qu'un seul Français, Pierre Brousset. Est-ce que ça c'est une déception pour l'arbitrage français ? Pas du tout, parce que à l'heure actuelle, c'est le seul qui est en capacité de pouvoir rentrer dans le tournoi des 6 nations. Donc avant Pierre, il y avait que moi pendant un moment aussi, comme arbitre central. Là, il se trouve qu'il y a Pierre. On espère que Luc Ramos aura des opportunités bientôt. En tout cas, on le prépare pour. Derrière, on prépare aussi 3 autres jeunes, un qui va faire la Coupe du Monde, un qui est sur le 7 et un qui est rentré en Coupe d'Europe. Les 3 font la Coupe d'Europe. C'est 3 profils jeunes qui intéressent au rugby aussi. Mais il faut bien qu'on ait conscience d'une chose, c'est que la politique d'avoir 4 arbitres d'une même nation à une Coupe du Monde, je ne pense pas que World Rugby souhaite la reproduire. C'est-à-dire que dans les années à venir, on verra quand même une représentativité au niveau mondial un peu plus élargie. On verra probablement pas 4 arbitres français, on verra probablement pas 4 arbitres anglais. On verra peut-être 2 arbitres par pays maximum. Donc nous, on prépare le maximum de mecs au très haut niveau. Et après, World Rugby fait son choix en fonction des performances de nos arbitres sur les Coupes d'Europe, en fonction de la manière dont ils performent sur les matchs des nations un peu mineures et pas forcément le 6 nations ou le Rugby Championship. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que Pierre, c'est un long processus pour amener un arbitre au très très haut niveau. Quand tu rentres dans le 6 nations, tu rentres dans les 15 meilleurs arbitres du monde. Donc c'est un peu comme construire un bon pilier en mêlée. Il faut énormément de temps et il faut franchir des étapes. Pierre l'a fait, d'autres suivront. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est arrivé avec Romain le 1er juillet qu'on va se retrouver au tournoi des 6 nations d'après avec 3 arbitres français. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas construire un arbitre de très haut niveau en très peu de temps. Il faut qu'on ait beaucoup de temps quand même pour ça. Mais l'objectif, c'est quand même 2027. Alors, tu dis qu'on ne pourra pas avoir comme 2019, 4 arbitres français, mais l'idée, c'est d'en avoir au moins 2 arbitres de champ en 2027 ? L'objectif, c'est d'en avoir le maximum. Après, si nous, en tout cas, on les prépare au très haut niveau, on les expose. Ils sont exposés en Coupe d'Europe. Après, Joël Gilles et son staff à World Rugby, ils sont indépendants. Ils décident en fonction de ce dont ils ont besoin, en fonction de pas mal de critères, et c'est eux qui décideront. Mais nous, en tout cas, notre boulot à nous, c'est de préparer le maximum de personnes potentielles pour aller au niveau international. Après, il faut savoir que World Rugby, il raisonne beaucoup un cycle de 4 ans quand même. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le cycle de 4 ans, que tu arbitres les matchs majeurs, tu as des chances de te retrouver sur la Coupe du Monde. On a peu de chances qu'il y ait un mec qui émerge entre maintenant et la Coupe du Monde 2027 pour diriger les grands matchs au centre à la Coupe du Monde. Il faut raisonner plus sur après 2027 pour ça. D'accord, déjà, on a envie de dire. Philippe Spanghero, peut-être si tu as eu Romain Poite ou pas, mais en tout cas, pour une question pour Mathieu. Je l'ai eu par SMS. Il m'a dit qu'ils en avaient parlé rapidement et qu'ils allaient en redébriefer, mais qu'à chaud c'était pas facile là c'est compliqué de donner la bonne lecture. Donc, mais Mathieu est au courant. Voilà. D'accord. Et donc voilà. Donc mais en l'occurrence on les laisse débriefer entre eux puis. Bien sûr. Mais non, moi je voulais juste rebondir sur quelque chose d'important que disait Mathieu et c'est sur quoi il faut tous qu'on travaille. En fait, tous ceux qui sont acteurs quelque part du rugby, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Voilà, aujourd'hui on manque d'arbitres et on a parlé du fléau des réseaux sociaux, etc. et du poids que représente la responsabilité, du poids qui pèse sur les épaules des arbitres. Les enjeux sont importants et Mathieu a raison en étant raisonnable en disant que voilà, le droit à l'erreur il est pour les arbitres, pour les coachs aussi. Mais voilà, il y a un devoir d'exemplarité
du point de vue des staffs qui est quand même important, parce que il faut pas tuer les vocations, et on sent qu'on a tellement besoin d'arbitres que si la prise de décision du corps arbitral, elle devient problématique à chacune des décisions et qu'elle est discutée en permanence, ça posera, je pense, des problèmes à terme dans les vocations. Donc je pense que le sujet majeur, le point de vigilance de la cellule et du renforcement de la vision un peu commune entre le corps arbitral et les staffs, c'est ça. Alexandre, dernière question pour Mathieu Reynal. Très rapidement, on a vu qu'il y avait eu un report de la règle du carton rouge de 20 minutes sur la scène internationale. Est-ce que vous avez accueilli ce report-là comme une victoire, Mathieu Reynal ? Bon, moi personnellement, enfin, peu importe, mais un jour ou l'autre, de toute façon, ça arrivera peut-être. Ce qu'on a fait là sur les nouvelles règles là, qui vont être mises en place en janvier, c'est-à-dire en janvier il y a d'autres nouvelles règles qui arrivent, qui sont mises en place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pour la première fois on a discuté avec les autres nations européennes et de manière commune avec le PCR, on a envoyé une lettre à World Rugby pour leur demander que si nouvelles règles il y avait à l'avenir, qu'elles soient introduites uniquement sur la fenêtre internationale de juillet, parce que ça permet à tous les championnats majeurs dans le nord et le NPC, la Currie Cup dans le sud, de ne pas être perturbés par l'introduction de nouvelles règles en cours de saison. Donc ça, on espère que World Rugby et Brett Robinson, son nouveau président, le valideront. Parce que pour nous c'est quand même assez important, c'est-à-dire qu'on débute une saison avec des règles, on la termine avec les mêmes règles, parce que là on s'aperçoit qu'en novembre on a eu la règle là sur les escortes sur le jeu au pied, donc on a dû introduire ça avec les Pro D2 Top 14, en parler aux médias aussi pour former les médias sur la manière dont ça va être arbitré. De la même manière, on a en janvier d'autres paquets de règles qui arrivent et on va devoir suivre le même processus. Donc ça, c'est le travail qui a été fait. Après le report du carton rouge de 20 minutes, ce sont des discussions entre toutes les nations. Je sais qu'à l'heure actuelle, le Nord n'est absolument pas favorable à ce carton rouge de 20 minutes et la Fédération française de rugby non plus. Mais après, comment ça évoluera, j'en sais rien. Je crois que c'est des discussions qui sont menées entre toutes les nations du Nord et du Sud. Et à la fin, il y a consensus et ils décident de le mettre en place ou pas. Eh ben voilà, ouais, c'est effectivement, moi j'aime bien cette règle des escortes là, en tout cas, mais on comprend tout à fait et cette cohésion. Ah ouais, tu vas devancer, Philippe. J'ai pas osé la faire. Mon Dieu, je me suis dit personne va oser faire ça quand même. J'ai pas osé la faire. Allez, tu vois, on est à la radio avec. Vous avez fait rire Mathieu Reynal. Bon, voilà. Merci en tout cas Mathieu d'avoir été avec nous, Mathieu Reynal, et bravo pour le travail, parce que d'une manière générale, l'impression dégagée quand même depuis le début de la saison, c'est que bon, on a accepté les deux exemples que tu as cités. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une meilleure osmose entre arbitre et acteur du jeu. Voilà, c'est l'impression générale qui ressort. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Mathieu, reste branché pour écouter le qui je suis, parce que là tu vas entendre un truc quand même en termes de culture rugbystique rare. Voilà. Allez, merci, à très bientôt. On se retrouve dans un instant. Voilà, c'est teasé le qui je suis, le duel, notamment entre Yohan Uget et Philippe Swanguero. Et vous, pour tester votre culture rugby, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Le qui je suis dans quelques secondes, bien sûr, mais avant cela, petit coucou à Castres UBB, match à suivre sur Sud Radio. Match importantissime pour réintégrer le top 6 pour le CO. Oui, bonsoir François, Salut, bonsoir Rémi. à toute l'équipe, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un match important, le CO qui, en plus avec les résultats de l'après-midi et notamment la victoire de La Rochelle, n'a pas le droit à l'erreur ce soir face à l'UBB. Une Union Bordeaux-Bègles qui s'est déplacée sans sa charnière internationale Maxime Lucu, Mathieu Jalibert, mais qui quand même a une très belle équipe pour affronter le Castres Olympique ce soir. 21h05, coup d'envoi ici à Pierre Fabre. Voilà. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. 3 minutes 30. Ça va être express. Le qui je suis, ça va être effectivement express. Vous remportez
1 point. Vous êtes en finale, François, Johan et Philippe Spanghero. Êtes-vous prêts ? Philippe, hein. Je suis né à Neuilly-sur-Seine en 1981, formé au Racing Club de France, mais je commence à développer ma carrière de rugbyman du côté de Valence avant d'aller à Daumont, puis au Stade Français. C'était à Aurillac que je fais mes débuts chez les pros avant d'aller à Oyonnax, à Toulon, au Stade Français Paris, à Oyonnax et au Racing. Philippe. Oui. Maxime Petitjean, j'allais dire. N'importe quoi. Non, un troisième ligne L. Son prénom c'est Olivier. C'est Olivier Magne. Oui. Olivier Missoup. Olivier Missoup. Bien joué. Deuxième place en finale, c'est entre... c'est 2040. Oh là là, on est bien. La deuxième place en finale se joue contre François et Philippe Spanghero. Je suis né à Tarbes en 1978. Accrochez-vous pour les clubs parce qu'il y en a quelques-uns. Formé à Tarbes, j'ai commencé aussi ma carrière chez les pros du côté du Stade Oceste avant d'aller à Béziers, Agen, Dax, Béziers, Brive, Perpignan. François. Oui. Julien Laharague. Bah, énorme, il est énorme. Oh là là, Philippe Spanghero éliminé. Philippe Spanghero éliminé. Il m'a envoyé un message, il m'a fait, je vais le lire, hein. Il m'a dit, Alex, j'espère que t'as préparé du français parce que tes excentricités, on en a plein le cul. Tu tues des vocations en pleine conscience. J'ai fait 2 jours français, 0 réponse de la part de Philippe Spanghero. Il reste 1 minute 50. Merci Philippe. Allez, Bonne chance. Bonne chance. Le premier arrivé à 2 points, ça va être assez rapide, je le sens. Je suis né à Cordoba en Argentine, mais c'est au Benetton Trévise que je commence ma carrière chez les professionnels avant d'aller à Clermont. C'est l'explosion à Clermont. Oui. Troncon. Non. À Clermont, j'y joue de 2005 à 2012, 7 saisons. Johan Huget. Où je suis un... Oui. Bergamasco. Non. Je vais ensuite au Stade Rochelet où j'ai terminé ma carrière en 2015. J'ai 86 sélections. François Canalé. Oui. Gonzalo Canalé, 1 point pour François. François, il a une balle de match dans les mains. Il reste 2 joueurs. Moi j'ai battu Philippe, alors je m'en fous. Je suis né à Glasgow en 1985. J'étais formé à Glasgow, j'ai joué 8 saisons avant d'arriver à Montpellier 2012-2014. J'ai joué aussi 2 saisons à Castres en 2014-2016. François. Johnny Beatty. Imbattable. Ce soir, François Trio est absolument imbattable. Bravo François. Absolument imbattable. Johnny Beatty, je suis désormais un homme de médias. Johnny Beatty. Bravo. Alors là, je suis impressionné. Philippe, quand même, t'as peut-être un mot à dire au vainqueur et au deuxième ce soir. Il est parti. Non, je suis là, je suis un peu sonné, mais je suis là. Non, mais là, j'ai pas grand chose à dire, alors franchement, je préfère me faire discret. Tu reviendras. Ça va se régler par texto, c'est ça que t'es en train de me dire. Non, même pas, parce que là, il n'y a rien à dire. Donc, écoutez, comme le disait Johan pour Van, il faut accepter de tomber sur meilleur que soi. Et je voulais dire un petit mot, c'est important parce que c'est dans l'histoire de cette magnifique radio qui est Sud Radio. C'est la disparition de Maïté, oui, figure emblématique de la gastronomie française, Marie-Thérèse Ordonnet, qui a marqué des générations de gourmands, qui a été aussi une animatrice sur Sud Radio en fin de matinée entre 1996 et 1998 avec Bernard Mabille pour l'émission du rire à la table et pour les recettes de Maïté. Évidemment, Sud Radio s'associe à la peine de ses proches et à sa famille. Eh bien voilà. Il y aura un hommage demain matin dans le Grand Matin Week-end entre 7h et 10h. Ouais, eh bien effectivement, grand personnage des médias et notamment de Sud Radio, Maïté. Merci messieurs, en tout cas, bonne soirée. Merci messieurs. On vous retrouve tout à l'heure pour le match Castres UBB. Bonne soirée.